Future in France. Quel avenir et quelle stratégie pour les actifs immobiliers tertiaires? Nos invités répondent et c'est sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Radio Imo pour ce podcast où on va tâcher de décrypter l'actualité du secteur tertiaire. On va parler bien sûr de bureaux avec un angle qui est celui du quartier de la Défense. Future in France, c'est aussi une signature, on va en parler tout à l'heure. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on essaye dans cette première partie de parler un petit peu du secteur et d'essayer de décrypter la tendance, si on peut décrypter les tendances, bien entendu en parlant inévitablement de la crise post-sanitaire, bis repetita, deuxième confinement, déconfinement en 3 étapes. On va en parler aujourd'hui. Pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'être avec Barbara Corrier-Nuguin. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, je suis Barbara Corrier-Nuguin. Je préside Cushman & Wakefield en France. Alors, Cushman & Wakefield, à l'échelle mondiale, ce sont 55 000 collaborateurs dédiés à l'immobilier entreprise. Et en France, nous sommes 550 collaborateurs au service de nos clients utilisateurs et investisseurs. Voilà, pour un chiffre d'affaires mondial d'un peu plus de 8,6 milliards en 2019. Merci d'être avec nous. Grégory Frappet, vous êtes avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Grégory Frappet, président et cofondateur de Primonial REM. Primonial REM, c'est un des acteurs majeurs de l'épargne immobilière en France, avec un peu plus de 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion, investis principalement sur le bureau, la santé et le résidentiel. Merci d'être avec nous, Grégory. Régis Blujon, vous êtes avec nous. Merci, Régis Blujon, je suis le directeur des ressources humaines France du groupe Saint-Gobain. Le groupe Saint-Gobain, c'est 170 000 collaborateurs à travers le monde, 39 000 en France, c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et nous agissons pour la vie quotidienne et le développement durable dans le bâtiment. Merci d'être avec nous. Et enfin, Patrick Bosc, directeur général adjoint de Heinz France. Bonjour, tout d'abord merci de nous avoir invités. Donc, je suis directeur général adjoint de Heinz France, qui fait partie du groupe Heinz, qui est un des leaders mondiaux de l'immobilier, qui gère actuellement plus de 135 milliards d'euros d'actifs. Et en France, à l'instar du reste du monde, nous développons les métiers de la promotion, de l'investissement et de l'asset management. Merci d'être avec nous. Mais écoutez, on va passer un moment extrêmement intéressant à essayer d'anticiper et de dévoiler d'abord sous fond ce formidable projet de la Tour Éclat. On se retrouve tout de suite après ça. Future in France sur Radio Imo. Aujourd'hui, si je devais vous poser cette question, Barbara, quel est l'état du marché aujourd'hui, si on prend le marché francilien, et après on ira un peu plus sur le focus de la défense? Alors, pour ce qui concerne le marché francilien, assez logiquement, il a évidemment souffert de la première période de confinement. Ça, c'est évident, puisqu'il y a quand même eu un effet de sidération totale. Et on a vécu une année 2020 quand même très particulière, faut être honnête. Donc aujourd'hui, si je vous donne quelques chiffres, on a aujourd'hui à peu près en demande placée, on est à 983 000 m² de demande placée à la fin du 3e trimestre 2020, ce qui est en fait, par rapport à l'année dernière, une baisse de l'ordre de 46%. Alors, il faut nuancer tout ça, évidemment. J'ai parlé d'état de sidération. Évidemment, il y a eu un état de sidération. Cela dit, je pense qu'il y a 2 façons de le nuancer. La première, c'est que nous, Cushman & Wakefield, nous avons fait, au niveau mondial, une étude extrêmement intéressante auprès de un peu plus de 45 000 collaborateurs. Et nous avons donc eu la chance de recueillir un peu plus de 2 millions de data, en fait, qui nous ont permis de nous faire une idée, finalement, de l'impact de cette crise sanitaire sur le futur de l'immeuble de bureau. Et ce qui est très intéressant dans le résultat de cette étude, c'est qu'en fait, 75% des sondés disent effectivement, d'abord, vouloir, dans le futur, avoir un équilibre entre le travail en présentiel et le travail en distanciel. Pour autant, 90% des sondés reconnaissent que quand ils travaillent au bureau, ils y retrouvent des éléments, on va dire, qu'ils ne trouvent pas dans le travail en virtuel, à savoir la convivialité, la créativité, le travail en équipe, la collaboration, voilà, ce qu'on ne trouve pas. Donc c'est pour ça que je pense que, évidemment,
ce qui est assez logique. Le monde s'est arrêté pendant quelques mois. Donc, cette crise sanitaire a comme conséquence, effectivement, une crise économique dans toutes les économies développées. La France ne fait pas exception à la règle. Pour autant, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, déjà, cette année, nos prévisions à nous, c'est qu'on devrait arriver à un take-up d'environ 1 300 000 m² sur l'Île-de-France. La deuxième chose, c'est que sur les livraisons 2020, puisqu'on va parler évidemment plus tard des livraisons 2020, des livraisons 2021 et au-delà, sur les livraisons 2020, 60% des immeubles sont aujourd'hui pré-commercialisés, ce qui est quand même une énorme performance. Et en ce qui concerne aujourd'hui les projections 2021, nous sommes aujourd'hui à 30%. Qu'est-ce qui a fait défaut finalement sur ces 10 premiers mois de l'année ? Ce qui a fait défaut, ce sont principalement les grandes demandes, parce qu'évidemment cette crise sanitaire, elle a questionné les grandes entreprises et l'ensemble des utilisateurs sur quelle va être mon empreinte immobilière dans le futur. Et voilà, il faut un peu de temps quand même pour mûrir tout ça. Donc ce temps de mûrissement, nous pensons qu'il est en train de s'achever. Parce que voilà, on a déjà 6 mois, on va dire, de crise sanitaire derrière nous. Hein. Donc ce temps de mûrissement est en train de s'achever. À titre, on va dire, aussi d'information, je pense qu'il est importante, c'est que si je regarde le nombre de demandes de visite et de nouvelles demandes exprimées, aujourd'hui, on a un nombre de demandes de visite et de nouvelles demandes exprimées qui est extrêmement satisfaisant et qui est comparable à l'année dernière. Est-ce que cette rupture qui a sidéré tout le monde et qui a aussi mis en relief notre fragilité, à votre avis, elle va vraiment modifier considérablement l'impact sur le bureau tel qu'on l'a imaginé, peut-être moins d'espace, plus de flexibilité, mais vous l'aviez déjà fait finalement dans une certaine mesure. Est-ce que l'impact managérial, par exemple, va conduire à une nouvelle façon d'appréhender l'espace ? Alors, la première des choses, c'est que oui, indiscutablement, l'expérience qu'on a vécue, elle apprend des choses, elle est très apprenante quand même. La première, c'est que on s'est rendu compte que les collaborateurs étaient extrêmement productifs et que les managers faisaient confiance à leurs équipes. Il y a des tabous qui sont tombés, je pense, dans cette période-là. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on va avoir tous une courbe d'apprentissage et qu'il va y avoir besoin d'accompagnement au changement dans les entreprises. Mais il est clair que des tabous sont tombés. Le deuxième point, quand on parle effectivement de qu'est-ce que ça va changer en termes d'usage des espaces. Moi, ma conviction, c'est que la densification, c'est fini. C'est l'inverse qui va se produire. C'est intéressant, parce que quelques mois avant le confinement, c'était de ça dont on parlait, de verticalité et de densité. Alors, la densification à l'intérieur des immeubles. Bien sûr. Je ne parle pas de la verticalité des formes urbaines. Je parle de verticalité et densité. Et la densité, c'est un sujet extrêmement important avant le confinement, justement. Oui, alors moi, je parle de la densité à l'intérieur des immeubles et non pas de la forme urbaine. La densité, à mon avis, à l'intérieur des immeubles, on va arrêter effectivement de densifier, bourrer les immeubles, voilà. Ça, c'est fini. Ça veut dire quoi ? Plus d'espace à Plus d'espace, bien sûr, plus d'espace. D'abord parce qu'on va tirer les enseignements de cette crise sanitaire. Donc, on va donner plus d'espace aux collaborateurs. On va intégrer sans doute dans les immeubles tout ce qui concerne le health and safety, pour faire en sorte, effectivement, de pouvoir anticiper sur de futures crises sanitaires, pouvoir détecter si le bureau a été nettoyé avant que je vienne occuper mon bureau, si, effectivement, j'ai de la température quand je rentre dans l'immeuble, etc., etc. Voilà, ça, ce sont des choses qui vont rester. Ensuite, sur le mode de travail, les études que nous avons menées, à la fois en France et à la fois à l'international. À l'international, on a fait une étude quand même très académique avec l'université de George Washington de Chicago, qui est très intéressante. Elle démontre en fait, et elle explique que les gens sont en attente d'avoir un écosystème complet. C'est-à-dire, en gros, je peux travailler de chez moi. Évidemment, je viens travailler au bureau, mais quand je viens travailler au bureau, c'est pour pouvoir, collaborer, innover, travailler. Une mixité des usages, beaucoup plus poreux et beaucoup plus dans le sens finalement, quand vous avez parlé de health and security, c'est-à-dire qu'en fait, santé et sécurité vont devenir le cadre là-dessus. On peut ajouter la dimension culturelle, loisir et humaine. Dans la proximité. Je vous propose qu'on approfondisse avec vous, Grégory. Expliquez-nous pourquoi
dans la façon dont vous interprétez le marché d'un point de vue financier, d'un point de vue investisseur, le bureau pour vous, ça reste toujours une alternative d'actifs extrêmement résiliente. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, chez Primonial REIM, une partie de la création de valeur que l'on propose à nos investisseurs, ce sont des logiques d'allocation qui résultent de nos analyses macroéconomiques. L'allocation, elle s'exprime d'abord sur les classes d'actifs et le bureau est la composante centrale aujourd'hui de cette allocation avec un peu plus de 50% de nos encours sous gestion. Depuis 2016, nous avons également élargi nos stratégies d'investissement sur la santé, qui représente un peu plus de 30%, et le solde résulte sur des investissements dans des actifs que je qualifie d'alternatifs, parmi lesquels le résidentiel, le commerce et l'hôtellerie. Pour répondre maintenant précisément à votre question sur le bureau, nous avons eu la grande chance depuis 2010 d'être dans un contexte dans lequel il y avait mécaniquement de la création de valeur du fait de la compression des taux de rendement à l'acquisition. Ça a pu donner à certains gérants l'illusion que tous les actifs se valent. Or, bien évidemment, il n'en est rien. Et s'il y a en termes d'investissement un enseignement de la crise sanitaire, c'est que l'on voit à nouveau une nouvelle hiérarchie des taux de rendement à l'acquisition dans lesquels les actifs les plus prime, les plus core, ne voient pas leur taux de rendement à l'acquisition revu, mais pour lesquels, dès lors qu'il existe un risque, celui-ci est à nouveau rémunéré, ce qui me semble sain. Ce qui, chez Primonial, conduit à notre politique d'investissement, c'est finalement quelque chose de relativement simple. C'est est-ce que cet immeuble se situe dans un quartier tertiaire établi ou en devenir? Est-ce que cet immeuble est efficient dans son usage? Et enfin, est-ce que le locataire aura la surface financière pour lui permettre de payer au propriétaire le loyer? Et ce sont finalement ces trois critères qui, tous les jours, animent mes équipes pour savoir si nous nous positionnons ou non, et à quel prix, sur un immeuble. Aujourd'hui, nous sommes interrogés sur le repricing en termes de taux à l'investissement, mais bien évidemment sur la capacité des immeubles en patrimoine ou en cours d'acquisition d'accompagner les grands mouvements sociologiques pour lesquels la crise sanitaire n'aura été qu'un accélérateur. Et ce que nous devons avoir en tête, en relation avec nos locataires et les collaborateurs, bien évidemment, de nos locataires, qui sont partie prenante de cette équation, c'est ce que le montant du coût fixe qu'est le loyer est supportable à court terme pour dépasser la crise économique, mais également à long terme en fonction de ce que souhaiteront définir comme stratégie immobilière les grands utilisateurs. Et puis surtout, est-ce que l'on va avoir une évolution des usages et est-ce que le fameux télétravail que Barbara mettait en avant se traduira ou pas par des réductions de mètres carrés, donc une absorption moins forte du marché demain. Et sur l'ensemble de ces sujets, nous avons des analyses, des convictions, et nous aurons l'occasion d'en échanger avec vous. Patrick Bosc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de qu'est-ce qui a présidé à ces aspirations extrêmement enthousiastes de ce projet que vous avez aujourd'hui en charge, et comment vous, chez Heinz, vous captez finalement ces nouveaux usages clairement inscrits dans le temps. Alors, le métier de promoteur, c'est un métier de création. Et c'est également un métier d'anticipation. Je vais vous donner un exemple sur la Tour Éclat. La Tour Éclat, on a commencé à travailler ce projet-là en 2012. On a commencé à la concevoir en 2013, pour la livrer en 2022. Donc ça veut dire qu'en 2012-2013, vous devez imaginer ce que seront les demandes des utilisateurs en 2022, mais pas seulement. Parce que les utilisateurs qui vont arriver en 2022 sont supposés avoir un bail qui va durer, on va dire, 6 à 9 ans. Donc ça veut dire que votre tour ne doit pas être dépassé, has-been ou obsolète en 2030 ou 2040. Donc il y a des fondamentaux à prendre quand vous concevez une tour. Le premier point fondamental, c'est la structure du noyau. Parce qu'une tour, on s'y déplace beaucoup de façon verticale. Donc c'est de limiter au maximum les contraintes liées à ces déplacements verticaux d'une part, et d'autre part, liées aux contraintes de sécurité, parce que comme vous le savez, les contraintes de sécurité et de sûreté sont très importantes, Dieu merci, en France. Ce quartier a une particularité, c'est que effectivement, vous avez
Aujourd'hui, à la lumière de la crise sanitaire, il y a 3 choses qui seront ressorties et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, Régis. Je sais que vous, chez Saint-Gobain, vous avez une préoccupation sur l'espace, puisque j'ai le plaisir aussi de faire le mondial du bâtiment avec vous tous les 2 ans. C'est quelque chose de primordial. Comment vous, de votre point de vue, Régis, vous absorbez tous ces mouvements que vient de décrire Patrick, ces nouveaux usages, avec toujours essayer d'avoir un temps d'avance, mais là, pour le coup, c'est pas un temps d'avance qu'il faut, c'est 10 ans d'avance par rapport aux générations quand on s'inscrit dans un système industriel où le temps est long. Le télétravail qu'on souhaite, celui que les nouvelles générations non pas voient, mais demandent, c'est un télétravail volontaire. C'est un télétravail collaboratif. C'est un télétravail où l'entreprise devient ouverte, où on se met dans le lieu que l'on choisit pour remplir au mieux le travail que l'on a réalisé, et où l'entreprise a un gain énorme puisqu'elle retrouve un feedback en performance. Donc c'est quelque chose que l'on aime des 2 côtés. Donc c'est un double volontariat. C'est un volontariat qui vient du management, qui rencontre le volontariat des salariés. Et c'est ça qu'il faut travailler. Alors ça nécessite quoi ? Ça nécessite de repenser les espaces. Il faut qu'on ait des espaces qui soient des espaces ouverts, qui soient des espaces accueillants, qui soient des espaces où on puisse faire de l'innovation, de la rencontre, de l'interaction, qu'on crée de la synergie entre les équipes. Est-ce qu'on décloisonne ? On décloisonne. On a Est-ce qu'on arrondit ? Est-ce qu'on décloisonne ? n'a même plus de postes de travail. On a des tables collaboratives où on vient s'asseoir. Le jour où on arrive à sa tour, on ne sait pas si on va aller dans tel quartier plutôt que tel autre. On doit pouvoir poursuivre sa réunion qu'on a entamée au coin d'une table au restaurant d'entreprise. On doit pouvoir la poursuivre sur place. Ce qui n'empêche pas d'avoir des espaces de confidentialité, par exemple, qui s'y prêtent, etc. Là, c'est pas opposable à l'autre, le fait de décloisonner. Non, ce n'est pas opposable, mais l'activité qui nécessite de la concentration, qui nécessite de l'isolement, celle-ci, elle n'a pas besoin de se faire dans le lieu de travail. Elle peut se faire effectivement en télétravail. Vous voyez ? Et c'est là où il faut laisser cette marge de manœuvre, cette souplesse. Ça nécessite de revoir nos modes de management. Nous, directeurs des ressources humaines, nous sommes très interrogés par ça. Moi, le premier. Mais si on revisite ça et que l'on admet qu'on a cette part de souplesse entre ce que l'on souhaite avoir et ce que l'on délivre, eh bien, à ce moment-là, on retrouve cet équilibre. Future in France sur Radio Imo. Et je vais m'adresser à vous, Barbara. On va être très clair. Si on parle de la défense aujourd'hui, avantages, inconvénients, difficultés, ensemble architectural que certains d'ailleurs ont fustigé récemment, il n'y a pas si longtemps, ça reste quand même aujourd'hui un quartier extrêmement singulier, extrêmement intéressant. Ah oui, la Défense, incontestablement, ça reste un quartier exceptionnel, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est la qualité de ses infrastructures de transport, qui est quand même incontestablement la meilleure en Île-de-France, et qui va encore être dopée avec l'arrivée des nouvelles lignes du Grand Paris. Donc la Défense... C'est capital. C'est capital. Le rapport entre l'emploi, le logement et la mobilité, c'est essentiel. Donc c'est un atout formidable. La deuxième chose, c'est que la Défense, c'est quand même, il faut le rappeler, le 2e quartier d'affaires en Europe. Et c'est le 4e quartier d'affaires dans le monde. Ça veut dire que la Défense, ça parle à l'ensemble des grands utilisateurs internationaux. Parce que la Défense, ça ressemble en mieux à d'autres quartiers d'affaires en Europe et dans le monde. Si vous comparez la Défense à Francfort, à d'autres quartiers d'affaires anglo-saxons, voilà. Et en termes d'urbanisme, et Patrick, je pense que tu vas pouvoir donner un avis éclairé là-dessus, ce qui est important, c'est de poser le cadre. Une fois que le cadre est posé, on peut effectivement remplir. Le cadre, ce sont les infrastructures de transport, ce sont les autoroutières, bien sûr, routières, transport en commun, ce sont les équipements publics, parce qu'on ne fait pas venir des collaborateurs, on ne fait pas venir des gens qui résident si les équipements publics ne sont pas prêts à les accueillir. Absolument. La Défense, c'est exactement l'inverse. Garderie, école, infrastructures résidentielles dont on ne parle pas suffisamment. On va y revenir, parce que la Défense, il y a 30 ans, la Défense aujourd'hui, c'est pas la même Défense. D'abord parce qu'il y a eu un travail spectaculaire qui a été fait par l'établissement public Paris La Défense, qui a effectivement permis d'abord de
liaisonner tout ce qui est à l'intérieur de la poire avec les collectivités qui sont autour. Avant, il y avait une barrière physique avec le circulaire. Donc, on habitait à l'intérieur de la poire, mais on n'allait jamais se promener à l'extérieur de la poire. Ce qui a été fait, en descendant le niveau du circulaire, ça a permis de réadresser les immeubles avec le REDRU et surtout de permettre aux gens d'avoir des porosités avec les villes de Courbevoie plutôt. Et puis de recréer une vie sociale à l'échelle du quartier, exactement, avec du commerce de pied d'immeuble. Exactement. La deuxième chose qui a été extrêmement bien traitée quand même ces dernières années à la Défense, c'est l'apport de mixité. Mixité des usages. Il ne faut pas oublier que la Défense, aujourd'hui, il y a 3 500 000 m² de bureaux, à peu près 35 000 m² de coworking, 2 500 chambres d'hôtel, 1 600 chambres d'hôtel à venir en plus, je ne sais plus combien d'établissements d'enseignement supérieur, à peu près une vingtaine, et puis surtout une production, effectivement, de logements autour de la Défense, dès qu'effectivement on peut introduire de la mixité. Donc tout ça fait que l'image du quartier a considérablement évolué et qu'elle a de nouveaux atouts en termes de commercialisation, avec aussi une offre commerciale très importante, avec évidemment le centre commercial des Quatre Temps. On a à peu près 240 000 m² de commerce, je crois, sur la Défense, et puis surtout une offre renouvelée en termes de restauration, ce qui faisait beaucoup défaut aussi à la Défense, avec les nouveaux Table Square et autres, qui font que la Défense, on a une vraie vie de quartier maintenant à la Défense, qui n'était peut-être pas le cas au départ, mais honnêtement, moi je considère que la Défense, ça reste un atout incontestable pour l'attractivité de l'Île-de-France. Comment vous vous inscrivez, vous, chez Saint-Gobain, acteur industriel majeur, dans cette stratégie ? Oui, la Défense, j'allais dire de l'époque, c'était du minéral et du béton. La Défense d'aujourd'hui, c'est devenu un espace où d'abord on se déplace à pied. On ne se rend pas compte de la valeur qu'il y a à se déplacer à pied. À pied, vous rencontrez l'autre. Vous le croisez. C'est le premier moyen de locomotion. Oui, absolument. Mais celui-ci, c'est le plus convivial. À la Défense, vous faites ça. Et vous faites ça au milieu des arbres. Parce que les arbres ont grandi, ils ont été plantés. Vous avez des espaces verts, vous avez des lieux de restauration, vous avez maintenant des libraires qui s'installent. Donc il y a une interaction, vous avez des lieux socio-culturels. Vous pouvez faire du sport à la Défense. Alors c'est extrêmement intéressant parce que on est dans le cœur du sujet. Alors il faut des investisseurs pour accompagner tout ça, n'est-ce pas, Grégory ? Alors vous avez clairement misé sur la Défense. C'est une stratégie qui est au cœur finalement de votre réacteur, notamment celle aussi des grands sièges d'entreprises, de sociétés nationales et internationales. Vous l'avez rappelé, Barbara, bien évidemment. On pourrait même dire que la ville de la Défense, la Défense, le quartier de la Défense, c'est un quartier monde. C'est une entité à part entière. C'est aussi une signature de ce qu'est la France en même temps. En tant qu'investisseur français, je partage avec Régis la grande fierté d'avoir ce quartier des affaires absolument remarquable. Moi, je vais le qualifier de premier centre européen des affaires. Également rappeler qu'il s'est construit sur une dalle avec des prouesses Parlez techniques. Un peu plus dans le micro. Pardon. Avec des prouesses architecturales et techniques absolument remarquables. De construire sur la dalle, d'avoir su effectivement, pour le plaisir du vivre ensemble, faire converger un certain nombre d'entreprises utilisatrices parmi les plus renommées, que ce soit sur les fleurons de notre économie française, mais également de l'économie internationale et mondiale. Mais pour autant, comme nous sommes français, on aime bien également, dans le même temps, ne pas être forcément en fierté de ce que l'on fait. Pourtant, les investisseurs étrangers ne s'y sont pas trompés. Les investisseurs coréens, notamment, ont massivement investi la Défense pour les qualités que je viens de rappeler, pour les taux de rendement supérieurs à ceux du QCA qu'un investissement à la Défense peut offrir. Mais les partenaires bancaires et certains investisseurs peuvent s'inscrire aujourd'hui dans une logique de bashing vis-à-vis de la Défense. Il faut, du coup, avoir un constat lucide. Est-ce que ce bashing est parfois justifié ? Comment, en tant qu'acteur majeur d'un territoire, on peut avoir un impact et faire évoluer ce territoire ? Donc peut-être quelques chiffres. Effectivement, aujourd'hui, les utilisateurs ont certaines réticences parfois à venir s'installer sur la Défense. Ça se traduit de manière très concrète par le fait que pendant les 2 phases de confinement que nous venons de vivre,
il y a eu, sur 30 opérations de signature de baux, 9 d'entre elles ont fait l'objet d'un retrading de plus de 15%, ce qui est absolument significatif et ce qui traduit bien un déséquilibre ponctuel entre l'offre et la demande. C'est également à la Défense que les mesures d'accompagnement sont les plus significatives. Près de 30% de mesures d'accompagnement, c'est-à-dire le fameux écart entre le loyer facial et le loyer économique. Et enfin, même si on peut dire qu'il y a un maillage de transport absolument remarquable, ils sont encore aujourd'hui considérés comme saturés par un certain nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est le constat lucide de certaines difficultés à financer pour s'y rendre et parfois en tant qu'investisseur pour avoir le retour que l'on attend de son investissement. Mais pour autant, il y a pour moi ces contraintes qui doivent être des opportunités. À un moment où il peut y avoir une tension économique pour les entreprises à payer un loyer, aller sur un territoire où il y a actuellement une opportunité par ces mesures d'accompagnement, de prendre à bail, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis par ailleurs, même si on aime bien être moutonnier quand on est investisseur, c'est vrai que c'est très rassurant d'être dans le QCA à 2,80%. Mais il y a un taux de vacances relativement faible, pas forcément énormément de transactions. Mais moi, au-delà de ça, je suis absolument convaincu que c'est le meilleur terrain de jeu pour mettre en œuvre les évolutions qui sont attendues par les utilisateurs de demain. Pourquoi ? Parce que la mixité, on va pouvoir la mettre en œuvre, la mixité des usages. Parce que beaucoup de tours sont soit nouvelles, soit en phase de rénovation. Parce qu'elles proposeront des surfaces que pourront prendre ou lâcher l'exploitant pour accompagner et avoir la flexibilité dont il a besoin, et que dans une logique verticale, il pourra avoir la mixité entre le résidentiel, le commerce, le bureau, et je pense que ça sera un merveilleux laboratoire de ce que vont être les tendances de fond de demain. Donc en fait, moi je suis résolument convaincu et surtout contre-cyclique. Et je pense qu'il y a une opportunité pour un investisseur, mais c'est du travail et ce sont des convictions. Il y a une opportunité aussi pour les utilisateurs et ils s'y sont pas trompés quand même parce que paradoxalement, l'année 2020 va être une bonne année pour la Défense en termes de take-up. Traditionnellement, aidé par le link. Mais pas seulement. Je vais vous donner quelques chiffres. Pas seulement. Si tu enlèves les 126 000 m² de Link, il y a déjà quand même 60 000 m² qui ont été traités, ce qui nous amène à, en fait, à peu près 185 000 m² de demandes placées cette année, quand traditionnellement, depuis 2010, c'est plutôt 166 000 m². Et il y a en ce moment quelques signatures qui se préparent sur des jauges de 25 à 10, 15 et 25 000 m². Donc paradoxalement, l'année 2020 sera une bonne année et les utilisateurs ne s'y sont pas trompés. Barbara Corrier-Noudine, justement en tant qu'expert, conseil immobilier, en immobilier... Et ancien promoteur. Voilà, et ancien promoteur. Et ancien investisseur. Ancien promoteur, donc bon, clairement, vous avez toutes les cordes à votre arc, justement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous inspire, justement, et quand vous voyez ce formidable projet, donc déjà vous en tant que promoteur, quand vous avez vu le projet, c'est magnifique. Ah mais moi j'adore ce projet. Ces facettes, les côtés. Indépendamment de l'image architecturale qui est évidemment séduisante par son élancement, par voilà ce qu'elle va dire dans le skyline de la Défense. Je trouve surtout que les équipes de Heinz ont fait un travail vraiment formidable sur en fait l'équilibre entre l'efficacité de la tour et la partie, comment dire, bien-être, servicielle, tournée vers l'utilisateur, tournée vers l'habitant futur de la tour, tout en intégrant finalement une dimension beaucoup plus large grâce effectivement à cette emprise foncière et en faisant vraiment de la haute couture pour raccrocher cette tour à son environnement. Ça fait partie des grands projets iconiques, oui. Honnêtement, c'est un magnifique projet. C'est vous qui avez la conclusion, Patrick Bosc. Écoutez, donc la tour éclat, moi c'est mon bébé, hein, donc je suis absolument ravi d'entendre tout ce que j'entends.
Ça renforce tout de même une idée, c'est que la qualité et l'emplacement sont quand même fondamentaux dans notre métier. Enfin, vous le disiez en introduction tout à l'heure, le groupe Heinz a toujours été très très attaché à la qualité, et ça a été insufflé par notre président à l'époque. Et ça, c'est très important d'avoir cette culture, je dirais, du beau et de la qualité. Donc voilà. Maintenant, effectivement, pour terminer, le télétravail, je ne sais pas ce que ça donnera. Moi, ce que je sais, on en parlait tout à l'heure, c'est que les gens ont tout de même besoin de se voir. Mais ça ne remplacera pas le bureau. Non, mais je ne dis pas que ça va remplacer le bureau. Je dis simplement, c'est que autant au premier confinement, vous voyez, tout le monde était en télétravail, donc c'était assez facile de s'organiser pour des réunions, même si c'était fatigant, épuisant. Mais on voit bien qu'au deuxième confinement, entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont au bureau, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et ceux qui sont à l'extérieur, finalement, se sentent, enfin, c'était les mots de Grégory tout à l'heure, ils se sentent presque comme prestataires, pas comme collaborateurs, collègues ou managers. Vous voyez ? Et ça, c'est très important quand on travaille dans le métier que je fais, où il y a de la créativité toute la journée, et on a la chance d'être créateur d'espace, en fait. Nous, c'est ça notre rôle. Il y a besoin de discuter, il y a besoin d'interagir ensemble, et ça, c'est fondamental. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Ainsi s'achève cette émission. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Vous avez bien sûr la possibilité d'accéder au replay sur toutes les plateformes qui vont bien de podcast. Merci à vous, Barbara Corrienoudine, présidente de Cushman & Wakefield, d'être venue par le plateau. Merci, c'est un vrai plaisir. Merci Grégory Frappet, finalement le seul homme lyrique d'une société d'investissement et d'une société cotée. Merci, en tout cas, je rappelle que vous êtes le CEO de Primonial Real Estate Investment Management, REM, comme on dit, R-E-I-M. Merci Régis Blujon pour Saint-Gobain. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Revenez quand vous voulez. Et bien sûr, merci Patrick Bosc, directeur général adjoint, pour Heinz France. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Bien évidemment, je vous le rappelais, vous pouvez accéder au replay. Si ça vous dit, écoutez, vous allez sur le site internet, regardez ce fabuleux projet. Allez-y quand il va être sorti, ça va être magnifique. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec nos micros, nos caméras, on sera là. Merci. Future in France sur Radio Imo.